Un long chemin à parcourir. Tome 1. Les aventures de Soussou en train et en avion. Écrit par Soraya Ahmeg. Raconté par Soraya Ahmeg. Préambule. Il existe au centre de la Terre une peuplade d'êtres vivants. Une peuplade d'êtres d'une intelligence avancée, vivant en paix et dans l'abondance depuis des millénaires. Un jour, à la surface de la Terre, un homme au grand cœur, Conpanem, découvrit un trou causé par un tremblement de terre. Il eut la grande curiosité de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce trou. Après des jours et des jours passés à descendre et descendre dans le noir absolu, une lumière l'éblouit, une lumière qu'il n'avait encore jamais vue, quelque peu effrayante. Il s'en évanouit. En se réveillant, il se retrouva dans un monde qu'il ne connaissait pas. Un monde peuplé d'êtres sublimes, l'inondant de bonté et d'amour. Il croyait rêver. Un être sublime de cette peuplade, prénommé Chal, fut conquise par cet homme. De leur union est né Soussou. Un jour, Soussou fut redéployé parmi les êtres de la surface de la terre. Animée par la curiosité de son géniteur et le courage de sa génitrice, elle avance au gré de diverses aventures afin de comprendre ce monde-là et le chemin à parcourir aux habitants de la terre pour devenir la peuplade d'intelligence et de paix qu'ils incarnent. Soussou dans le train. Me voilà dans l'attente. Dans l'attente. Je vais dans une ville qui s'appelle Paris et j'attends qu'un long tube métallique puisse m'y emmener sur des rails. J'attends le train de nuit. Le train de nuit car ne se déplace que la nuit. Un train dans lequel il fait très noir et pourtant où l'on passe des nuits blanches. J'attends. J'attends dans un endroit où les voyageurs se rencontrent. Il y a ceux qui partent, se disent au revoir, d'autres qui arrivent, se disent bonjour ou bonsoir. J'attends dans une gare. J'attends et j'ai froid. Il y a plein de voyageurs comme moi. Des hommes, des femmes, petits, grands, gros, minces, pressés, détendus, stressés, joyeux, inquiets ou sereins. Certains lisent des livres. D'autres font des mots fléchés niveau 3. Certains mettent une ou plusieurs pièces métalliques dans une machine d'où il ressort de la nourriture emballée ou une boisson chaude, à en croire la vapeur qui s'en dégage. Certains passent leur temps à regarder les autres, car n'ont rien d'autre à faire dans cette gare où les coins et les recoins sont remplis de pipis séchés et où l'on risque un caca de pigeon à tout moment. Il y en a qui achètent leur billet de train à la dernière minute. Certains ont d'énormes valises, d'autres seulement de petits sacs qu'ils tiennent fermement sur leur poitrine. Il y a des personnes que l'on appelle des mendiants, car ils passent leur journée à mendier. Ils trimballent quelques affaires et vont à la quête de quelques pièces par-ci, par-là, le regard suppliant et plein d'espoir. Dans cette gare, accrochée au mur, il y a plusieurs écrans géants où passent sans cesse des publicités, surtout pour des voyages pas chers au soleil avec un monsieur qui sourit sur une plage. Il y a aussi des caméras braquées sur nous. Il est dit que c'est pour notre sécurité. Il y a une étiquette à côté où l'on peut lire « Souriez, vous êtes contrôlés !» Je lève la tête, je fais plein de grimaces à la caméra. Il y a des messieurs de la police qui se baladent, marchant comme des cow-boys, regardant tout le monde très méchamment. Ils chassent les personnes qui n'ont pas d'autre endroit où dormir et qui viennent se reposer à la gare. J'espère qu'ils ne me chasseront pas de cette gare, car moi non plus je n'ai pas où dormir. Quelqu'un tousse sans arrêt. Une dame crie car son train est en retard. Ah, c'est bon, le train que je dois prendre est arrivé. J'insère le billet dans une machine qui le tamponne.
Je suis maintenant dans une des voitures du train. C'est la voiture des pauvres. Nous sommes entassés comme dans un camion de moutons le jour de la fête de l'Aïd. Mince alors, j'ai un siège inclinable. Je croyais que j'aurais droit à une couchette cette fois-ci. Je m'installe tranquillement. Quelqu'un en face de moi mange un sandwich avec des œufs et de la mayonnaise qui déborde. Quelqu'un est assis à côté de moi. Je ne pourrai donc pas m'allonger à ma guise. Ça y est, le train démarre. J'ai froid. Quelqu'un a mis un film sur son ordinateur portable. Une dame lit, un chat miaule, un bébé pleure. Moi, j'essaye de trouver une position confortable, mais en vain. Un monsieur ronfle, d'autres parlent. Mon dos est fracassé. Impossible de fermer l'œil. C'est parti pour une nuit toute blanche. J'essaye de compter les moutons pour m'endormir, mais aucun n'apparaît devant moi. Je ne vois que des tortues. Je ne sais pas si ça marche avec les tortues. C'est pas évident de les compter, parfois je confonds leurs pattes avant et arrière. Je me demande ce que je fais là, assise dans une boîte qui avance vers l'inconnu. Avant, les gens voyageaient sur des ânes ou des chevaux et rencontraient des gens sur leur trajet. Il y avait des surprises à chaque voyage. Puis au retour, chacun se régalait d'un récit passionnant enrichi d'une multitude d'anecdotes et de chansons. Aujourd'hui, nous voyageons dans des boîtes sans se parler, ni se regarder. On connaît la destination, on connaît le numéro de voiture, le numéro du siège et l'heure exacte d'arrivée. Les seules surprises que l'on peut avoir, c'est soit un retard, soit un train qui déraille. Ça y est, le sommeil me gagne. Je commence à m'évader au sein de quelques rêves dans lesquels j'entends sans arrêt les bruits de train. Je me réveille, je m'endors. Je me réveille, je m'endors, sans cesse. Je rêve que je suis une invertébrée pour pouvoir m'enrouler en boule et trouver enfin ce sommeil chéri. Mon dos n'existe plus. Je sens à sa place une planche en bois que l'on cloue à coups de marteau. J'ai envie d'aller aux toilettes, mais mon corps, lui, ne veut pas se lever. Il n'obéit plus à mes ordres. Ah, ouf! Je vois enfin une jambe qui commence à se mettre à terre. Ouais, l'autre maintenant. Hurrah! J'ai réussi à me lever! Je marche comme une somnambule le long du couloir de la voiture pour atteindre les toilettes. Le train bouge. Je suis ballottée de droite à gauche. Mince! En m'appuyant sur un siège, j'ai tiré les cheveux de quelqu'un. Oh non, j'ai même écrasé les pieds d'une autre personne. Une valise est en plein milieu du chemin. Tant pis, je l'écrase, car je n'ai pas la force de l'enjamber. Enfin arrivé aux toilettes. Quelle aventure! Au retour, je fais le même trajet. J'avance pour rejoindre le siège sur lequel j'étais assise et là je vois à mes pieds, dans une petite boîte, un chat qui me regarde à travers un grillage. Cela me semble quelque peu étrange, puisque je ne l'ai pas vu à l'aller. Comment a-t-il pu atterrir là à mon retour? Il miaule et miaule en me regardant. Ses yeux verts brillent. Je regarde à côté, un monsieur est allongé sur le dos, la bouche ouverte. De l'autre côté, une personne est accroupie sur elle-même, couverte d'un drap. Seuls ses cheveux dépassent. Je n'ai pas l'impression que ce soit eux qui aient mis la boîte ici. Je lève les yeux, rien. Je me retourne, personne. Le chat continue à miauler en me regardant. J'ai froid. Ses yeux tremblent. Ses pattes avant sont serrées contre lui. Le grillage à travers lequel je le vois semble être fermé sur le côté par un cadenas. Quoi? Un cadenas ouvert? Je tends la main pour m'en assurer. Oui, il est vraiment ouvert. Que dois-je faire? J'hésite. Une des pattes avant du chat qui miaule commence à gratter la grille. Elle est toute blanche et poilue, cette patte. Ses yeux continuent à trembler en me regardant. J'hésite. Pourquoi j'hésite? De toute façon, si j'ouvre la porte de cette boîte, le chat n'ira pas bien loin. Nous sommes dans un train, et puis je pense qu'il est assez malin pour retrouver le chemin de sa maison.
Je n'hésite plus. J'ouvre la porte grillagée pour laisser sortir ce chat aux yeux tremblants. Il sort prudemment, s'étire, se lèche. Il se met en boule et lève une patte pour se lécher. J'aperçois de petites mamelles. C'est donc une femelle. Elle s'étire encore une fois, puis avance. Elle est toute blanche avec de petites taches noires dispersées un peu partout sur son pelage. Qu'est-ce qu'elle est gracieuse, cette chatte, dans sa marche. Chacun de ses pas est élégamment porté et sa tête est majestueusement accentuée par un regard digne et profond. Elle s'arrête quelques secondes, puis se remet en boule, se léchant l'autre côté du pelage. On dirait une boule de laine blanche. Une boulette de laine blanche. Je vais l'appeler Boulette. J'ai froid. Elle s'éloigne, cette boulette. Elle a l'air de savoir où elle va. Elle s'arrête quelques secondes, comme si elle réfléchissait, puis fait demi-tour vers moi. À mes pieds, elle lève les deux pattes et me gratte le tibia droit, me regardant de ses yeux tremblants. Je sens qu'elle veut que je la suive. Je la suis. Je suis Boulette dans le train. Nous longeons les voitures du train vers l'arrière. Elle continue à marcher, vérifiant de temps à autre si je suis bien derrière elle. Nous arrivons à la dernière voiture du train. Boulette gratte la dernière porte. Elle veut que je l'ouvre. Impossible, elle est verrouillée. Alors Boulette, d'un pas ferme et assuré, bascule le corps vers l'arrière, fléchit ses pattes, bondit vers le plafond et s'engouffre dans un petit trou. Où est-elle passée ? Je ne la vois plus. Pourquoi a-t-elle disparu ? Reviendra-t-elle ? Je ne sais pas, et j'ai froid. J'attends quelques secondes, puis retourne sur mes pas. Dommage, je l'aimais bien, cette petite Boulette. Sa grâce, son déhanché fier et son regard profond. Peut-être a-t-elle juste voulu que je l'accompagne pour qu'elle s'échappe de là. Je ne sais pas. Je retourne vers le siège qui m'a été attribué. Je m'installe, m'acharnant à trouver une position confortable près de la fenêtre. Au moment où je m'apprête à fermer les yeux, j'entends de petits bruits venant de la fenêtre sur laquelle je suis adossée. Est-ce le vent ? Des branches d'arbres qui heurtent les fenêtres avec la vitesse du train ? Je me retourne et je vois deux pattes blanches poilues qui s'agitent. C'est Boulette! Dès que je la vois, elle prend ses jambes à son cou et déguerpit. « Attends, Boulette! Où vas-tu? Attends !» Je la suis le long des voitures du train et elle à l'extérieur, près de la fenêtre. « Boulette! Où files-tu comme ça? Attends !» Au fur et à mesure de mon avancée, je ne la perds pas des yeux. « Où files-tu, Boulette? Où files-tu, petit chat? Je te suis et ne te perds pas. Où files-tu? Où files-tu, petit chat? Tu te faufiles si bien hors de ce train-là. » J'arrive à l'arrière du train comme tout à l'heure. Décidément, cette Boulette a l'air d'apprécier l'arrière de ce train. Tiens, la dernière porte du train n'est plus verrouillée. Boulette est à quatre pattes et semble m'attendre derrière cette porte. C'est étrange. Est-ce toi, Boulette, qui a déverrouillé cette porte ? Est-ce toi, Boulette, qui m'attend derrière cette porte ? Je m'approche et pousse la porte devant moi. Le bruit du train sur les rails est assourdissant. En un éclair, Boulette bondit sur le toit, puis me regarde. Elle m'attend. Je m'agrippe sur le haut de la porte, puis la rejoins. Je me retrouve maintenant accroupie sur le toit du train avec Boulette. Je dois bien m'accrocher car le vent risque de m'emporter avec la vitesse du train. J'ai froid. Je suis Boulette qui avance vers le toit de ce train. Elle a l'air vraiment sûre d'elle, de savoir exactement où elle va. Moi, je ne sais toujours pas, mais je lui fais confiance. Quelque chose dans son regard est imperceptible et mystérieux. C'est comme si elle détenait la réponse à toutes les énigmes des mondes. Elle m'appelle. Elle est celle que l'on suit de manière naturelle. Elle est celle à qui l'on veut rester fidèle.
Après quelques voitures passées, elle disparaît, comme si elle s'était volatilisée. Impossible, je crois rêver. Je m'approche et je vois un trou au beau milieu du toit de cette voiture. Voilà, elle a sûrement dû passer par là. Mais il est trop étroit ce trou, je ne sais pas si je pourrais y passer à mon tour. J'y jette un furtif coup d'œil. Rien. Noir absolu. Je me concentre, toujours rien. Boulette, où es-tu passée? J'ai froid. J'ai l'idée de mettre le bras droit dans ce trou. Peut-être que j'aurai une réponse. Quoi? Mais en introduisant mon bras, les parois de ce trou s'agrandissent. Incroyable. Ce n'est pas une matière que je connais. Je n'ai jamais vu ça. C'est une matière qui s'étend lorsque l'on s'en approche. Je refais la même expérience avec l'autre bras afin de m'assurer de ce que je vois. Et oui, le trou s'étend toujours autant. Si le trou s'étend lorsque j'introduis un bras, alors il s'étendrait si je m'y introduisais tout entière, non? Les bras levés et le corps droit, je me jette à l'eau, ou plutôt dans le trou noir sur le toit de ce train. Waouh! Cette descente vertigineuse dure anormalement longtemps. Je tombe dans le vide, je tombe dans ce trou noir dont les parois s'étendent. Ah! Là, j'atterris doucement, fléchissant les jambes pour amortir le choc. Je retombe sur mes pieds, comme Boulette sur ses pattes. Je lève la tête. Autour de moi, une salle aménagée et décorée de tapis et tableaux multicolores. Des fauteuils, des canapés, des tables basses et hautes, des étagères, et surtout beaucoup de couleurs. Même des couleurs dont j'ignorais l'existence. Il n'y a personne. Où suis-je? Où suis-je, bon sang? C'est comme si j'avais atterri dans un autre espace-temps. Est-ce possible? J'étais tranquillement dans un train de nuit à essayer de trouver une position pour m'endormir. Ensuite, je trouve un chat qui sort de nulle part, qui m'emmène sur le toit du train, puis qui s'échappe dans un trou noir dont les parois s'étendent. Et là, eh bien là, je me trouve dans une salle. Une salle sacrément bien décorée et colorée. Je ne comprends pas. J'ai froid. Quoi? Tiens donc. Je vois une boulette blanche étendue sur un oreiller multicolore. C'est Boulette! Elle est étendue sur un oreiller posé sur un petit tapis et me regarde. Un petit tapis flottant? Oui, flottant, à quelques centimètres du sol. Je crois rêver. Cela ne fait pourtant pas 1001 nuits que je suis là. Elle me regarde de son regard serein et plein d'assurance, puis se lèche la patte droite. Bienvenue à toi, Soussou. Une voix grave me surprend. Je me retourne. Un homme est assis au sol, jambes croisées avec une main posée sur chaque cuisse. Il porte une tunique bleue à manches longues et un turban de la même couleur enroulé sur sa tête, cachant sa bouche. Seuls ses yeux sont visibles. Des yeux en forme d'amande et de couleur noire. Des yeux noirs, très noirs. De longs cils surplombent ses yeux et lui donnent un regard envoûtant, pénétrant, mystérieux. « Installe-toi, je t'en prie, Soussou », me dit-il en me présentant le tapis se trouvant à ses côtés. Bonjour, mais où suis-je? Et qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? Assieds-toi, Soussou, je vais tout expliquer. Je comprends que tu ne comprennes pas. Je m'approche du tapis qu'il m'a indiqué. Boulette me regarde. On dirait qu'elle me sourit. Je me sens en confiance malgré mon incompréhension et l'impression de rêver en pleine réalité imaginaire. Tout d'abord, je me présente, dit-il en retirant lentement une partie de son turban, laissant paraître le bas de son visage.
Je me prénomme Julianus. Julianus Toiregus. Il me fixe quelques secondes. Soussou, tu es ici pour une raison très précise. Ce n'est pas un hasard si tu te trouves dans ce train de nuit t'emmenant à Paris, car le hasard n'existe pas. Tout a une raison d'être dans ce bas monde. Je ne comprends toujours pas qui vous êtes et ce que je fais là. Patience, Soussou, patience. Tu as été sélectionné parmi tant d'autres pour accomplir une mission très importante. Une mission? Quelle mission? Par qui? Pourquoi? Tu sais d'où tu viens, Soussou? Comment ça? Tu représentes la fusion de deux mondes d'apparence opposée. Ton géniteur appartient au monde de la surface de la terre. C'est un homme d'une grande beauté, honnête, rationnel, intelligent et de bon cœur. Ta génitrice, quant à elle, appartient à la peuplade du centre de la terre, une peuplade très avancée. Elle est encore inconnue pour les êtres humains de la surface de la terre, car ils ne sont pas prêts à affronter la vérité. Ta génitrice est une femme d'une grande beauté, elle aussi, courageuse, loyale, gracieuse et incarnant la paix. Malheureusement, ton géniteur appartient à un monde encore tourmenté, empli de dualité et de séparation. Comment savez-vous tout cela? Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? Là n'est pas la question, Soussou. Peu importe qui je suis et comment je sais tout cela. Le plus important est ce que tu auras à entreprendre ici-bas. Je ne comprends toujours pas. Tu as été redéployé parmi les hommes et les femmes de la surface de la terre pour une mission très importante. Sois très attentive à ce que je vais te dire, Soussou. Très attentive. Les âmes de la surface de cette planète se sont perdues. Elles se sont éloignées du chemin de leur vérité, de leur nature propre, de ce pourquoi elles se sont matérialisées dans cette dimension. Ah bon? Ce sont pourtant des êtres d'une infinie intelligence, s'ils savaient écouter. Ils se sont laissés emporter par les turpitudes d'une existence hagarde. Ils ont choisi d'obéir à d'autres règles, d'autres lois que celles de la vie. Ils ont créé des règles, des lois, à l'encontre de leur véritable nature. Tout cela pour que quelques-uns puissent dominer, contrôler. Quelques-uns détiennent les secrets au détriment de la grande majorité. C'est pour cela que des guerres et destructions sévissent partout. Partout. Tant que chacun d'eux ne prendra pas conscience de sa nature d'être de paix et de la supercherie dans laquelle il se trouve, la peur, la haine et la souffrance continueront à régner. C'est pour cela que tu es là, Soussou. Ah bon? Tu dois te rendre compte du long chemin à parcourir pour les êtres humains de la surface de cette terre afin qu'ils atteignent le summum de leur élévation. Pour que leur voile se lève et qu'ils n'aspirent à plus rien d'autre qu'à l'harmonie et la paix. Ils ne sont rien d'autre que l'écho de l'univers. Oui, mais je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je me rends compte, oui, d'accord. Et après? Soussou, sache que tu ne changeras rien. Rien de rien. Ta mission sera juste de mettre en lumière des contradictions et de semer des graines. Semer des graines? Oui, semer des graines de patience pour que féconde la paix. Tu devras œuvrer chaque jour de ton existence dans ce sens et surtout être vigilante. Vigilante à chacune de tes pensées, car ce sont elles qui se matérialiseront dans ce bas monde. Julianus Toiregus s'arrête de parler.
Il remet la partie du turban qu'il avait enlevé autour de sa bouche. Je ne vois plus que ses yeux noirs aux longs cils de biche. Il se relève, me salue en baissant la tête, puis disparaît derrière une porte. J'ai froid. Je sens des griffures sur le tibia droit. C'est encore Boulette. Elle m'appelle pour que je la suive. Alors je la suis. Elle gratte une sorte de tapis qui se trouve à terre près de la porte par laquelle est passé Julianus Toiregus. Je soulève le tapis et j'aperçois une poignée. Je la soulève. Tout est noir. Je tourne la tête vers Boulette et je vois qu'elle tient à la bouche une petite lampe. Je la prends, l'allume et éclaire les escaliers que je descends en faisant attention à chaque marche. Je referme la porte au-dessus de ma tête. Je descends, puis grâce à la petite lampe, j'aperçois une minuscule porte. Je tourne la poignée. Me voici tout d'un coup dans la voiture du train de nuit qui m'emmenait à Paris. Incroyable! Bon, je regagne à présent le siège sur lequel j'étais assise. Je repense à ce que m'a dit ce Julianus Toiregus. Je me demande qui est ce Julianus Toiregus aux grands yeux noirs et à la peau mate. Que vais-je donc faire à la surface de cette terre? Je sens que cette mission ne sera pas chose aisée, mais je sens aussi que c'est la voie que je dois emprunter. J'ai eu d'emblée confiance en ce Julianus Toiregus. Je m'assoupis. Le ciel est gris. Je suis arrivée à Paris. J'ai froid. Je m'apprête à sortir de ce grand train, pensant vraiment avoir rêvé de ce qui m'est arrivé. Sur le quai, mon regard croise une boîte grillagée que porte une dame. Mais c'est Boulette à l'intérieur. Je me concentre au maximum malgré la fatigue pour bien la distinguer. Oui, c'est elle. Elle me fait un clin d'œil en plus. Je me faufile le plus rapidement possible entre les voyageurs somnambules pour la rejoindre. Vite, vite, je risque de la perdre de vue. Boulette, Boulette! Il y a trop de monde. Cela me ralentit terriblement. Boulette, Boulette! Dans ma lancée, j'ai bousculé les passants qui m'en veulent vraiment. Boulette, Boulette! Boulette n'est plus là. Je tourne la tête à droite, à gauche, devant, derrière. Plus de Boulette dans les parages. Ne reste plus que des fantômes mouvants à valises roulantes. Mince, je l'ai perdue. Je ne sais toujours pas si j'ai rêvé. J'ai froid. Entourée de visages aussi gris que le ciel de cette ville, je me dirige vers la sortie pensant à cette fameuse mission dont m'a parlé Julianus Toiregus. Là, mon attention est attirée vers le rebord du trottoir sur lequel je me trouve. Une sorte d'écharpe bleue, très bleue s'y trouve. Je m'approche. Elle ressemble au turban de Julianus Toiregus. Je me baisse pour la prendre. Elle est très douce. En l'ouvrant, je vois qu'il y a plein de petits poils blancs qui s'envolent avec le vent. D'autres y restent collés. Serait-ce le turban de Julianus Toiregus? Je me le demande. Serait-ce les poils de Boulette? Je me le demande aussi. Je n'ai sûrement pas rêvé. Je la mets autour du cou, je me réchauffe enfin. Je n'ai plus froid. Je suis impatiente de découvrir la suite. Soussou dans l'avion. Hall de l'aéroport, il est 7 heures. Le jour ne s'est pas encore levé, pourtant chacun s'agite de son côté. Il faut nettoyer le bar, approvisionner les stands de magazines, mettre en place de minuscules sandwichs emballés, remettre les chariots à leur place, tout cela pour le bon petit confort des voyageurs. Des voleurs en avion.
J'ai sommeil. Ici, il y a tout ce qu'il faut. Si l'on a faim, il y a ce qu'il faut. Si l'on a soif, il y a ce qu'il faut. Si l'on veut lire, il y a ce qu'il faut. Si l'on veut aller aux toilettes, il y a ce qu'il faut. Si l'on veut du café avec une pépite d'or au fond du gobelet, il y a ce qu'il faut. Si l'on veut téléphoner, il y a ce qu'il faut. Si l'on veut la Wi-Fi, il y a ce qu'il faut. Il y a tout ce dont on peut avoir besoin dans cet aéroport, pourvu que l'on paye. Que l'on paye et que l'on ressemble à tout le monde. Dès que l'on est différent, on vous soupçonne, on vous regarde, on vous méprise, on vous ignore, on vous oublie dans un coin. Je me balade avec mes grosses chaussures et ma maison sur le dos. Tout le monde me regarde car elles sont différentes des autres, ces chaussures. Je vois de la peur dans ces regards, comme si des chaussures allaient faire quelque chose. Personne ne me parle car je suis la seule avec ces grosses chaussures. J'ai sommeil. Le sol est lisse et propre, les gens aussi. Chacun, encombré de lourdes valises, s'agglutine devant de grands écrans afin de vérifier les indications sur leur vol. Tout est bien indiqué concernant l'avion que je dois prendre. Je me dirige vers l'endroit où il est garé. Nous devons maintenant passer nos sacs sur des tapis roulants, puis les laisser pénétrer dans une boîte pour les revoir ressortir de l'autre côté. Chacun d'entre nous passe maintenant sous une porte métallique. Dans la queue, je vois de loin certains qui se font arrêter, lèvent les bras de chaque côté et se font toucher le corps devant, derrière et même en bas. Cela n'a pas l'air de les déranger. Lorsqu'arrive mon tour, je passe au détecteur de métaux et la machine sonne en même temps qu'une lumière rouge qui s'allume. Même la machine n'aime pas mes chaussures. Tous les regards se retournent vers moi. À ce moment-là, la dame de la sécurité pour tous me demande d'enlever mes chaussures. Je lui dis « Quoi ?» Elle me répond qu'eh bien oui, mes chaussures ont sonné, donc il faut les enlever et repasser sans. Je lui dis « Depuis quand des chaussures sonnent ?» Elle me regarde d'un air navrant et insiste nerveusement pour que je retire mes chaussures. Un autre monsieur de la sécurité pour tous s'est mis juste derrière elle et me regarde très méchamment afin que j'obéisse à ce qu'elle me demande. Je le savais depuis le début. Personne n'aime mes chaussures car elles sont trop différentes. Et si certains avaient des vêtements différents des autres, les obligera-t-on à les retirer s'ils sonnent? Je ne comprends pas. Et tout le monde autour de moi a l'air de faire des choses qu'on leur demande sans s'étonner. Je retire mes chaussures et je ne sais toujours pas pourquoi. J'ai sommeil. En voulant récupérer ma petite sacoche, je me dirige vers le mini tapis roulant des objets. Ces objets sortent d'une petite boîte par laquelle ils passent et chacun les reprend. Je ne vois pas la sacoche que je viens de déposer. Je tourne la tête à droite, à gauche, j'attends, toujours rien. « Est-ce à vous cette sacoche bleue ?» Une voix grave m'est parvenue de derrière l'épaule gauche. Je me retourne. C'est le monsieur de la sécurité au regard méchant de tout à l'heure. Il pointe du doigt une direction que je m'empresse de suivre du regard. Je reconnais immédiatement la sacoche qui se trouve près du tapis avec une autre dame de la sécurité pour tous qui me fait signe d'approcher. Je m'approche. Les regards sont encore tous tournés vers moi. Je suis près de cette sacoche entourée de 4 personnes de la sécurité pour tous. Que se passe-t-il? Je ne comprends rien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de grave qui vient de se passer. J'essaye de comprendre, mais en vain. Je lance des regards interrogatifs à toutes les personnes de la sécurité pour tous. En vain. Tout ce que je récolte, ce sont des regards accusateurs et méprisants. Je ne comprends pas et j'ai sommeil. Que se passe-t-il? Pourquoi ne puis-je pas récupérer cette sacoche? Présentez votre passeport, me lance la dame de la sécurité pour tous qui tient la sacoche. Je l'ai présenté plusieurs fois depuis que je suis là. Je ne comprends pas, lui répondis-je.
C'est la règle, madame. Encore une fois, votre passeport, me dit-elle en haussant le ton, tendant la main droite et faisant la moue. Je lui tends ce fameux objet, un passeport. Un bout de papier avec des informations concernant notre identité sur cette terre et sans lequel nous ne pouvons pas traverser certains endroits du monde. Un bout de papier fabriqué par des personnes qui nous autorisent à circuler à la surface de la planète Terre. Une autorisation pour se mouvoir, pour voyager, frôler d'autres terres, pour marcher, avancer, courir où bon nous semble sur la surface de la Terre. La dame de la sécurité pour tous ouvre ce passeport, puis le feuillette d'un air grave en fronçant les sourcils. Il y a quelque chose de grave, madame, qui vient de se produire, me lance la dame de la sécurité pour tous. Ah bon ? C'est-à-dire, je ne comprends pas, lui dis-je. Votre sacoche contient une substance non autorisée par la loi. Ah bon ? Pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de spécial à l'intérieur de cette sacoche. Sous le silence et la présence pesante des personnes de la sécurité pour tous qui m'encerclent, la dame introduit sa main dans la sacoche pour en ressortir une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau ? Oui, une bouteille d'eau. Mes yeux s'écarquillent en voyant la bouteille d'eau à moitié pleine et mon incompréhension s'est démultipliée. Quoi ? Mais vous vous moquez de moi ? Une bouteille d'eau est interdite à bord d'un avion ? Je ne comprends pas, c'est une blague ? Ce n'est pas une blague, madame, me coupe la dame de la sécurité pour tous. Loin de là. Vous n'êtes pas autorisé à transporter plus de 20 millilitres d'un liquide dans votre bagage à main, sauf si vous avez des médicaments à prendre. Dans ce cas, une ordonnance est nécessaire. Quoi ? Je ne comprends pas. Quel liquide ? Quelle ordonnance ? Mais pourquoi ça ? Je ne comprends rien à ce que vous me dites. C'est le protocole et le règlement qui le stipulent. Je suis obligée de vous l'apprendre. Nous faisons uniquement notre travail et ne faisons qu'appliquer les règles. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe à cet endroit ? Je tourne la tête. Apparemment personne. L'eau interdite à bord des avions. Je suis perdue. Je suis incapable de suivre. Pourtant j'essaye. Personne ne m'explique. Cela n'a pas l'air de gêner les autres, ceux qui appliquent et ceux qui suivent ces applications. Une règle insensée, justifiée pour être acceptée sans rouspéter. De l'eau interdite à bord des avions. Ils ne savent pas. Ils ignorent. Ils ignorent même ce qu'ils ignorent. C'est comme s'il y avait une culture de la peur et de l'obéissance aveugle. C'est une culture qui prolifère assez bien sur cette terre. C'est une culture très productive, aux récoltes précoces et à variété unique. J'ai sommeil. Salle d'embarquement, il est 8 heures. Je vois un petit garçon à lunettes concentré sur un sudoku. Des jeunes filles et des garçons aux deltoïdes saillants. Une femme tenant son chariot avec une revue sur la santé pour tous. Des bonbons multicolores sont en train d'être dévorés par un petit garçon qui touche à tout. Moi, je me contente d'une orange molle venue d'ailleurs. J'ai sommeil. Le jour commence à se lever. Le ciel est bleu-orangé. C'est très joli. Il y a quelques filets de nuages dans le ciel, mais pas assez pour cacher les rayons de soleil qui transpercent tout sur leur passage. Ce sera une belle journée ensoleillée, durant laquelle je serai dans le ciel à m'envoler dans une grande boîte métallique ressemblant à un oiseau. Un oiseau très bruyant. Un oiseau géant. Un oiseau glacé. Mince, je me suis endormie. En me réveillant, je me suis rendu compte que tout le monde m'attendait pour un embarquement immédiat. L'avion décollera avec du retard à cause de moi. Je rentre dans un bus dans lequel tout le monde me regarde très méchamment. Ils savent que c'est par ma faute que l'avion prendra du retard.
Ils se disent sûrement que c'est à cause de mes chaussures différentes que je leur cause du tort. Il n'y a que des blonds dans ce bus. Je suis la seule brune. Alors ils me regardent encore et encore. J'aperçois un monsieur brun au fond du bus. Je ne suis plus la seule brune. Je me faufile alors entre les voyageurs pour le rejoindre et ainsi paraître moins différente. J'ai l'impression qu'on me regarde moins maintenant. Le bus nous emmène là où se trouve l'avion. Une dame nous autorise à sortir du bus afin d'accéder à l'avion. Au moment où je m'apprête à sortir, elle me barre le passage avec son bras gauche en me disant d'attendre. Alors j'attends. Puis lorsqu'elle nous en donne l'autorisation, nous sortons. Nous marchons tout droit, sans parler, sans se regarder et sans aucune émotion. Chacun vacant à ses pensées. Tout est bien réglé, à la minute près, à la seconde près. Ils doivent accélérer la cadence à cause du retard que j'ai causé. Tout doit être ordonné, réglé, avisé, organisé. Ils ne doivent laisser place à aucune surprise, aucun désordre, aucune émotion, aucun imprévu. C'est l'ordre établi, l'ordre nouveau. Il faut tout contrôler, même les chaussures, surtout si elles sont différentes. J'arrive dans l'avion. Des femmes habillées en bleu marine et blanc avec un chignon et les bras derrière le dos me montrent leurs dents en me disant « Biscotte !» Ça doit certainement dire bonjour en autrichien, je ne sais pas. Je m'installe tranquillement en laissant quelques rayons de soleil passer à travers le hublot et chatouiller mon visage. J'ai sommeil. L'avion me berce. Je pense aux oiseaux. Ils doivent bien se demander ce que nous faisons là. Nous sommes dans leur maison, le ciel, et nous faisons beaucoup de bruit. Pourtant, ils nous laissent la place dont nous avons besoin pour passer. Alors que nous ne supporterons pas de voir quelqu'un d'autre venir nous déranger dans notre maison. Le règne de l'homme sur terre et même dans le ciel. À travers le hublot, les paysages me paraissent minuscules. Je ne vois ni maison, ni route, ni arbre, ni être humain qui pourrait s'y trouver. Juste des semblants de montagnes aux reliefs amorphes. Pendant que les personnes bien habillées qui se trouvent dans l'avion distribuent des boissons, le paysage à travers le hublot semble changer. Des nuages à peine plus épais que du coton déchiqueté, nous passons maintenant à de la laine de mouton sacrément épaisse. Le hublot était pris par la couleur blanche. L'avion commence à nous jouer des tours. Il tente, tant bien que mal, à pénétrer cette touffe de laine foncièrement dense. En quelques secondes, nous passons d'un doux bercement à d'effroyables secousses. Droite, gauche, haut, bas, je serre les dents et m'accroche aux accoudoirs. En vain, je ne contrôle plus mon corps. Il est à la merci des mouvements chaotiques de l'avion. Mon cerveau n'a pas le temps de savoir ce qu'il se passe. Ce n'est plus lui le commandant à bord. Maintenant, voilà que le hublot est attaqué par une rafale de pluie. On aurait dit que les nuages s'étaient transformés en mitraillettes, éjectant des balles d'eau prêtes à transpercer les parois de l'avion. Des verres tombent de partout, et les boissons qu'elles contenaient éclaboussent des cheveux. Des sacs et objets divers deviennent des armes redoutables. Des livres attaquent et foudroient ceux qui se trouvent sur leur passage. Je viens d'esquiver de justesse un projectile noir venant du côté gauche. Certains hurlent, d'autres crient. Il y en a qui pleurent. Certains même prient à haute voix. « Ah, nous allons tous mourir !»« L'avion va s'écraser ! L'avion va s'écraser ! Mes enfants se retrouveront orphelins !»« Dieu Tout-Puissant, aide-nous dans cette épreuve ! Fais que l'on ne meure pas et pardonne mes péchés !»« Ma fille est seule. Je ne lui ai pas dit où se trouvait la clé de notre trésor. » J'attends la suite. De mon côté, j'ai la sensation de savoir que nous nous en sortirons. Je sais que nous nous en sortirons tous indemnes, même si en apparence, rien ne le montre. Tout le monde est fichtrement bien agité.
La personne assise à mes côtés a l'air paisible. Les paumes de ses mains sont tournées vers elle et ses lèvres bougent rapidement. Aucun son ne sort de sa bouche. Elle a l'air vraiment serein. Mesdames et messieurs, ici Adélos, votre commandant de bord. Le personnel de bord et moi-même vous prions de rester à votre place et de garder votre calme. Nous traversons en ce moment une zone de turbulence soudainement apparue. Comme j'ai une très bonne vue, je peux vous assurer que la fin est bientôt proche. Je fais de mon mieux pour traverser cet orage sans crainte. Faites-moi confiance, car je suis là pour veiller au mieux à votre sécurité. Adélos, notre commandant de bord. Je le savais. Je savais que nous nous en sortirions indemnes. Je fais confiance à Adélos, notre commandant de bord. Il y a quelque chose de rassurant dans sa voix. Je l'imagine grand, les traits fins et la posture élancée. Il semble juste et responsable. La vie de dizaines de personnes est entre ses mains. Il doit avoir un sacré sang-froid et faire preuve de beaucoup de courage pour assumer ce rôle. N'importe qui n'en serait pas capable. Des regards hagards implorent le ciel, mais ta voix est là clamant des merveilles. Ô vous, gens de courage, qui êtes là pour braver tempêtes et orages, laissez-nous un peu de votre bravoure afin de surmonter la peur à notre tour. À peine Adélos, notre commandant de bord, a-t-il fini de parler, que l'avion semble de moins en moins virevolter. Les hurlements diminuent. Les attaques intempestives d'objets disparaissent. L'assourdissant mitraillement de la pluie cesse. Les corps retrouvent un semblant de stabilité, les esprits aussi. J'entends des soupirs, des tapes à l'épaule, des rires. Je vois des sourires, des yeux humides d'émotion. Une personne qui se pince. J'ai sommeil. Je m'évade donc paisiblement, le regard divagant à l'horizon. Oh, un visage apparaît devant moi en parlant une langue que j'ignore. Je m'étais endormie. Les lèvres de ce visage bougent très vite en me regardant, mais je ne comprends rien. J'étais encore dans mes rêves. Je crois qu'elle me demande d'attacher ma ceinture, car lorsque je le fais, elle est contente et arrête de s'agiter. Nous nous transformons en plumes au vu d'atteindre le sol et nous atterrissons très lentement. Des applaudissements jaillissent de partout. « Bravo Adélos! Vive Adélos !» Nous sommes arrivés à destination. L'orage durant notre traversée a laissé place à de frêles gouttes de pluie. Si ça se trouve, en passant avec l'avion, nous avons fait exploser des nuages remplis de pluie dont les gouttes, derrière le hublot, forment des filets qui se tortillent comme des serpents cherchant à retrouver le chemin de leur maison. Tout le monde se presse dans l'avion. Tout le monde se presse à récupérer des affaires éparpillées et sortir de là. Maintenant, ceux qui ne se parlaient pas au début s'entraident à chercher les objets leur appartenant. C'est comme s'il avait fallu s'approcher de la mort pour créer une quelconque entraide et un élan de solidarité dans la vie. C'est comme s'il avait fallu vivre des émotions fortes ensemble pour pouvoir se regarder et se parler. Hein? J'ai l'impression de reconnaître quelqu'un. Non, ce n'est pas possible, mais je rêve. Je ne peux pas en croire mes yeux. De grande taille, avec une posture élancée et des traits fins, il est exactement comme je l'imaginais. Mais c'est Adélos, notre commandant de bord qui est là devant moi. Je bouscule tout le monde dans le couloir de l'avion et avance en criant « Adélos! Adélos !» Il ne m'entend pas et continue à se diriger vers la sortie de l'avion. Pourquoi se dirige-t-il vers la sortie ? Mince, je risque de le perdre de vue avec tout ce chahut. Adélos! Adélos! Je m'approche enfin de lui et en mettant ma main sur son épaule droite, je m'écrie « Adélos,
Merci pour votre courage et un regard froid et droit me dévisage en fronçant les sourcils et d'un geste sec, il pousse la main que j'avais posée sur son épaule. Vous vous trompez de personne, madame, je ne suis pas Adélos. Mon enthousiasme et ma joie se transforment en une terrible volonté de quitter la terre en me transformant en serpent pour rejoindre les autres petits serpents sur les vitres des hublots. Il est exactement comme je l'imaginais. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Et puis pourquoi a-t-il été aussi froid? Ne pouvait-il pas juste me dire que je faisais une erreur sur sa personne? Le reste des passagers continuent à me regarder. Mais cette fois-ci, ce n'est plus à cause de mes grosses chaussures. Le faux Adélos s'est sauvé. Il ne reste plus personne dans l'avion. Je suis la dernière à sortir. Sortir de ce grand oiseau métallique à la rencontre de nouvelles aventures qui m'attendent. Peut-être vais-je un jour rencontrer le vrai Adélos. Fin. C'était Un long chemin à parcourir, tome 1, Les aventures de Soussou, en train et en avion. Écrit par Soraya Ahmeg, lu par Soraya Ahmeg.